Bonsoir à tous, merci de nous accueillir chez vous. C'est le 7e numéro de C'est le foot cette saison. Comme d'habitude, eh bien, des invités sur le plateau. Ce soir, Philippe Copet, qui est le président de la solidarité scolaire. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Et qui n'est pas venu seul, puisque juste à côté, eh bien, il y a Lindel Léotul, ostéopathe de profession et référente Covid de la solidarité scolaire. Bienvenue sur le plateau de C'est le foot. Bonsoir. Merci, bonsoir. En direct également, mais en visio, eh bien, les deux présidents de ligue, foot des DOM, entendez par là, département, région Outre-mer, Jean Dartron pour la Guadeloupe, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à vos invités. Salut, Président. Merci, merci, Président. Et puis, la Martinique avec Samuel Perrault, bonsoir. Oui, bonsoir Richard, bonsoir à tous, bonsoir collègue Jean, et puis c'est la Martinique est un territoire. Voilà. évidemment, qu'est-ce que j'allais dire nous attendons Marcel Bafo qui devait être normalement direct avec nous. Marcel Bafo, c'est le président de la Ligue de la Guyane. Et pour nous accompagner, eh bien, durant cette heure d'émission, la psychologue Barbara Logiste pour son éclairage. Bonsoir. Bonsoir à vous, Monsieur Etienne. Bonsoir à vous, les invités, les téléspectateurs. La thématique, merci. La thématique que nous allons aborder ce soir concerne le pass vaccinal qui est déjà en application dans l'Hexagone. Elle le sera chez nous le 28 mars prochain. Dans un premier temps, annoncé, et ça vous le savez, le 7 mars pour les établissements recevant du public culturel, comme par exemple le cinéma et le théâtre. Et puis, et le 21, c'était normalement prévu le 21, le reste des établissements recevant du public, comme c'est le cas des stades. Alors, Jean Dartron, je vais commencer évidemment avec vous. Quelle est votre lecture à l'idée de cette décision préfectorale ? Mais déjà, ma lecture, c'est que la contrainte que ça nous imposera et les difficultés de faire fonctionner le football. Mais disons que dès que le préfet va annoncer le schéma, nous avons tout de suite pris la mesure des choses et nous sommes rencontrés. Nous avons travaillé avec son cabinet, avec toute son équipe, pour savoir vraiment où veut-il en aller, notamment concernant le football. Et puis, après plusieurs discussions, on a eu déjà 3 réunions. Encore aujourd'hui, on était avec le cabinet avant que le préfet fasse sa déclaration. Et d'ailleurs, il a pu annoncer le prolongement du pass sanitaire pour le sport. Je pense que ce serait vraiment malvenu d'enlever les jeunes sur les terrains pour les remettre dans la rue, tout simplement, ou les remettre chez eux. Mais bon, disons que je crois qu'en faisant preuve de bon sens et la dynamique créée par le football notamment en ce moment, où nous sommes passés en un mois de 4 000 licenciés à pratiquement 9 000 licenciés, je pense que nous envoyons un signal fort pour que le football puisse rester vraiment un espace au service de la jeunesse, celui de la société guadeloupéenne, et vraiment retrouver un peu de confiance et retrouver un peu de cadre de vie. Donc, je pense que la lecture que j'ai, le regard, nous a conduit rapidement à travailler avec l'équipe de M. le Préfet. Oui, alors... Nous allons faire un petit tour du côté de la Martinique, avec vous, Samuel Perrault. En Martinique, comment ça se passe pour vous ? Samuel Perrault ? Oui, excusez-moi. Donc, je disais que les situations sont assez similaires avec la Guadeloupe. On a effectivement eu une annonce initialement d'application de ce pass vaccinal à compter du 14 mars. Et suite à des rencontres directement avec l'autorité préfectorale, il y a eu donc une annonce du report sine-die, comme on dit, c'est-à-dire à une date ultérieure de l'application pour le monde sportif. Donc, j'ai entendu effectivement que pour la Guadeloupe, le préfet de Guadeloupe a annoncé le 28 mars. Oui. Bon, nous, on n'a pas encore de date. La demande qui est très forte de la part du mouvement sportif dans son ensemble est de permettre la non-application de ce pass vaccinal, tout simplement d'avoir un maintien du pass sanitaire avec remboursement donc des tests
antigénique et PCR, de manière à ce que les compétitions, toutes disciplines confondues, puissent pouvoir se terminer donc jusqu'à la fin de la saison sportive. Alors, je sais que vous êtes souvent en réunion avec les présidents de club. Qu'est-ce qu'ils manifestent en termes de sentiments? Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à cette situation, ces présidents? Oui, alors, effectivement, on maintient un dialogue quasi permanent avec les dirigeants de club. Il y a, alors, ce que je dois dire et que j'ai dit au préfet, c'est qu'il y a une forme de lassitude, une forme de burn-out sportif de la part des présidentes et présidents de clubs qui ont déjà toutes les difficultés qu'on connaît, structurelles, de la chose sportive, associative sportive, et qui ont fait de gros efforts par rapport à l'application du pass sanitaire. Comme disait Jean tout à l'heure, nous avons réussi à passer, malgré les difficultés, de 4 000 licenciés en début de saison à autour de 7 000. Et donc, ils ont le sentiment que les autorités ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux et les difficultés du monde sportif. Donc après, ils sont comme nous à l'écoute de ce qui va se passer pour pouvoir éventuellement s'adapter de nouveau à la situation. Oui, alors Jean Dartron, c'est vrai quand on entend parler du pass vaccinal, c'est vrai que ça laisse entrevoir, je ne sais pas, peut-être une suite qui sera peut-être favorable ou défavorable, on ne sait pas. Bon, vous, à la lecture par rapport à cette situation, vous aussi, je sais que vous discutez souvent avec les présidents de club, avec les joueurs, avec aussi les éducateurs. Qu'est-ce qui ressort de ces entretiens? Alors, déjà, lors de notre dernière rencontre avec le cabinet du préfet, on a associé des présidents de club et notamment aussi le président de l'amicale des éducateurs pour que le préfet ne pense pas que simplement qu'il s'agit d'une démarche d'une partie du monde du football, notamment du conseil de ligue, mais vraiment un espace où l'ensemble des bénévoles, que ce soit éducateurs, que ce soit présidents, que ce soit dirigeants, sont dans une démarche en ce moment de pouvoir accompagner cette jeunesse et ils ont vu les résultats rapidement. On a eu quelques clubs qui au départ ont été assez réticents, qui ne voyaient pas où nous allons, mais je crois que sous ce qui se passe en ce moment, la dynamique autour du football nous permet d'avoir l'espoir que nous arrivons au bout des compétitions. Dernièrement, je ne vous cache pas que lors d'un groupe de travail avec quelques présidents de clubs, les clubs ont simplement souhaité vraiment qu'eux aussi, pourquoi pas, participer à ces réunions pour vraiment montrer au préfet cette dynamique, ce que nous avons fait d'ailleurs. Et je pense qu'on peut être assez optimiste par la suite. C'est vrai que pour le moment, je pense que le préfet lit parallèlement l'évolution sous l'hexagone des décisions nationales. Pour repousser au 28 mars, ça veut dire qu'il se laisse le temps de réfléchir, de voir comment. Et puis je pense que la décision qu'a pris M. le préfet de permettre l'organisation du carnaval va de soi qu'on ne peut pas en même temps créer une contradiction et bloquer le football ou le sport d'une manière générale. Oui, parce que c'est vrai, l'idée avant tout, Jean Dartron, je crois, c'est de permettre à ces jeunes de pouvoir pratiquer leur discipline. Mais quand on regarde ce taux de vaccination qui est si faible, il y a de quoi s'interroger. Non, mais c'est l'argument premier, c'est-à-dire, vu le taux de vaccination, contrairement à des régions de France où il y a 80%, 90%, 20%, on ne peut pas partir à cette échelle-là et dire qu'il faut le pass vaccinal pour pratiquer le sport. Et je pense que là, les autorités l'ont bien compris. Et nous pensons même que ces jeunes, en étant en club, en étant en association, sont beaucoup plus sensibles à la dimension sanitaire, les précautions à prendre. Ils veulent jouer le week-end, ils veulent jouer le dimanche ou le samedi. Et ils mettent tout en œuvre, déjà se rassurer, respecter les gestes sanitaires, faire tout pour reprendre le sport, pour éviter l'oisiveté. Et je pense qu'avec ces arguments,
on ne peut qu'être suivi par les autorités. Et puis, ce serait, je pense vraiment une catastrophe d'enlever actuellement les jeunes filles et jeunes garçons sur le terrain de football. Alors sur le plateau, il y a le président de la solidarité scolaire, Philippe Copette, et puis également Lindel Léotur, référente Covid. On va parler tout à l'heure justement de cette fonction ou de ces attributions. Alors, président Copette, vous êtes tout près des joueurs, vous discutez avec eux. Est-ce que c'est une question qui est au centre justement des différentes discussions que vous en avez au quotidien? Oui, à mon avis, on a une problématique qui est simple, hein, c'est celle de pouvoir introduire chez les plus jeunes ce réflexe, on va appeler de barrière sanitaire ou en tout cas de gestes barrières pour permettre en fait qu'ils grandissent avec ces notions-là, puisque c'est pas demain que la pandémie va nous quitter. Et en même temps, il faut arriver à rassurer. Disons qu'on a d'abord commencé par ne pas créer de fraction entre vaccinés et non vaccinés, parce que le club n'est pas un lieu, c'est plutôt un lieu de communion qu'un lieu d'exaction, de séparation. Donc on a été très vigilants sur la question dès le départ, en disant que de toutes les façons, on imposait les mesures sanitaires. Mme Léotur, qui est responsable du staff médical, a créé les conditions pour que les joueurs s'entraînent sous d'abord le pass vaccinal, le pass sanitaire, ou acceptent de se faire tester régulièrement, ce qui est contraignant, coûteux, et qui deviendra coûteux si jamais les tests ne sont plus remboursés, ne sont plus pris en charge. Mais en réalité, on a d'abord créé cette dynamique-là. Ensuite, on a cherché à savoir comment allait s'articuler l'avenir, parce qu'en fait, on a besoin d'un peu de vision, on a besoin d'avoir un peu ce qui va se passer. Bon, personne ne l'a, donc finalement, on en revient à réagir au goût et au timing qui sont donnés par les instances locales et fédérales. Et en fait, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de pouvoir obtenir un peu de quiétude pour créer véritablement une dynamique qui s'appuie sur le respect de ces gestes barrières, etc. Le président d'Artron parlait à l'instant du carnaval, et on se rendait compte que, par exemple, on regardant les images, que peu de gens respectaient ces gestes-là. Oui. Donc, même si le carnaval est absolument nécessaire à l'épanouissement, je voudrais dire, sociétal et au comportement de notre société, mais en réalité, je pense qu'on doit pouvoir donner l'exemple, on doit pouvoir donner à ces jeunes l'envie de grandir avec les gestes, parce qu'on sait bien, ni le vaccin, ni rien n'a encore pu permettre de garantir que la pandémie ne se répande. Donc ce qu'il faut, c'est apprendre à nos plus jeunes, un peu comme pour les ceintures de sécurité pour les enfants à l'époque. Maintenant, vous montez un enfant dans une voiture, automatiquement il met sa ceinture. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Donc le débat pour un club ou pour une association comme la nôtre, et de faire que ça devienne un réflexe, c'est de faire en sorte que le gamin grandisse à l'intérieur de ses obligations en faisant montre d'une vraie volonté de s'y insérer. Et donc là, on a cet aspect-là pour les plus jeunes. Pour les plus âgés, mais arriver à ce qu'ils pratiquent en respectant justement ses obligations. Et puis après, comme disent les autres, Inch'Allah. Et ces pratiques, justement, sont mises en œuvre dans votre club? Absolument. On a été très, très, très attentifs sur la question. Et on a un staff médical dont on se félicite aujourd'hui, qui nous a permis véritablement d'être attentifs. Même moi, je ne rentre pas au club si je ne suis pas testé. Oui. Donc, voilà. Alors, Président, attention, parce que là, nous parlons justement du pass sanitaire, mais il y a justement le pass vaccinal qui va rentrer en ligne de compte, là, maintenant. Alors, je partage le point de vue du président d'Artron et du président de la Ligue de la Martinique. De toute façon, oisiveté, c'est mère de tous les vices. Si on remet les gamins dans la rue, il faut qu'on s'attende aujourd'hui à des répercussions. Cette jeunesse-là est déjà en recherche de repères. S'il est peu qu'elle a, on les lui enlève, on s'expose à des risques, à mon avis, incommensurables. Donc, moi, je ne pense pas du tout qu'il sera fait une action qui aurait pour effet d'empêcher véritablement la pratique du sport. Ça, c'est clair. Donc aujourd'hui, c'est à nous, monde du football, d'apporter notre soutien, d'apporter notre concours, notre contribution, et notamment en faisant en sorte que ce soit complètement respecté dans le club, d'apporter à ces instances qui se battent sur le sujet les moyens ou les moyens supplémentaires, on va dire, pour pouvoir faire en sorte qu'il
il n'y ait pas le retour à la oisiveté. L'oisiveté, c'est mal manger, c'est grossir, c'est la télé, c'est toute oisiveté, mère de tous les vices. Donc, à mon avis, je pense que tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui agissent ont des enfants et savent pertinemment que c'est tout sur ça. Oui, alors, Lindell Lerture, vous êtes donc référente Covid dans ce club de la solidarité scolaire. Votre mission est d'une grande importance. Vous devez vérifier, en tout cas, la bonne mise en œuvre de l'ensemble des dispositions mises en place par la Fédération française. Comment ça se passe, justement, au quotidien, au sein du club de la solidarité scolaire? Alors, en fait, nous, à la solidarité scolaire, dès le mois de septembre, on a mis en place les restrictions et les demandes faites par la Ligue. Vous pouvez nous les rappeler, ces restrictions? Donc, en fait, ça a évolué entre septembre et aujourd'hui. Oui. Donc, au tout début, il y avait un pass sanitaire qui était demandé pour les plus de 18 ans. Donc, c'était pour l'équipe senior où il fallait qu'ils présentent. Normalement, c'était durant les compétitions, donc les matchs, mais nous, pour s'assurer que tout se passe bien, on a demandé aussi pendant les entraînements que chaque joueur de plus de 18 ans présente un pass sanitaire valide, c'est-à-dire soit un test antigénique. À l'époque, c'était de moins de 72 heures et aujourd'hui, c'est de moins de 24 heures, ou un schéma vaccinal complet. Et au fil du temps, ça s'est aussi répandu sur les jeunes de 12 à 18 ans. Et donc au départ, avant qu'il y ait ce pass sanitaire pour les 12-18 ans, on avait quand même mis en place un système de prise de température pour essayer au mieux si jamais il y avait des symptomatiques. C'est toujours en vigueur, la prise de température? Oui, du coup, la prise de température, c'est pour les moins de 12 ans. Oui. Mais du coup, maintenant, à partir de 12 ans, c'est obligatoirement un pass sanitaire. Voilà. Donc, on a mis en place ça dès septembre pour les seniors et ensuite novembre, décembre pour les plus de 12 ans. Et est-ce que vous avez une façon de contrôler pour voir si tout est respecté? Oui, alors en fait, vous avez une équipe en tout cas? Oui, on fait appel à des professionnels de santé qui peuvent être des kinésithérapeutes ou des infirmières ou infirmiers. Et donc, ils viennent avant chaque entraînement. En fait, là, par rapport à la pandémie de Omicron, on a décidé, pour éviter des cas contacts et des clusters à la chaîne, qu'à chaque entraînement, des tests antigéniques se réalisaient pour les vaccinés et les non-vaccinés. Les joueurs de l'ASS ont joué le jeu parce qu'on s'est vite rendu compte avec tous les cas qu'il y avait d'Omicron au début de janvier qu'on se serait retrouvé à suspendre des séances d'entraînement pendant une semaine puisqu'on aurait eu plusieurs cas contacts et obligatoirement, durant les entraînements, on ne peut pas respecter les gestes barrières. Donc, tous les jeunes, durant les entraînements, auraient été cas contact et auraient été obligés de s'isoler pendant 7 jours. Donc, on a choisi de tester pour justement éviter de se retrouver avec des cas contacts durant les entraînements. Et donc, à partir de janvier, avant chaque entraînement, des professionnels de santé venaient pour faire des tests antigéniques. Et du coup, les entraînements avaient lieu qu'avec des personnes qui avaient des tests antigéniques négatifs de moins de 24 heures. D'accord. Ce qui nous a permis d'éviter d'avoir tout cluster ou cas contact durant les entraînements. Beaucoup de communication, justement, dans ce club de la solidarité scolaire. Est-ce que vous avez l'impression que les joueurs adhèrent, en quelque sorte, disons, à ces restrictions, à toutes ces recommandations? Est-ce qu'il y a une prise de conscience en disant, mais voilà, pour ne peut-être pas avoir trop de problèmes, je vais tout simplement me faire vacciner? Est-ce que vous avez le sentiment que les joueurs, disons, émettent un petit peu cette idée? Alors, comme M. Coupet a dit, on ne fait pas de distinction entre les vaccinés et les non-vaccinés. Non, bien sûr. Ceux qui veulent avoir plus d'informations, le staff médical est là pour donner plus d'informations si nécessaire. Mais il y a un pourcentage quand même oui, qui est quand même faible, c'est à peu près 20%. Donc, il n'y en a pas beaucoup, comme au final, au niveau de la population guadeloupéenne, il n'y a pas un taux élevé de schéma vaccinal complet. Donc ça représente un peu, c'est l'échantillon un peu de la population. Donc c'est sans surprise. Oui. Mais je veux juste dire que, alors même si on a que 20% de vaccinés, tous ceux qui étaient vaccinés ont joué le jeu et avec la pandémie de Omicron n'ont pas hésité, même si c'est très contraignant, parce qu'il y a en moyenne 3 entraînements par semaine plus le match, à se faire tester 4 fois.
enfin entre 3 et 4 fois, pour assurer justement les entraînements et les matchs, parce que les jeunes veulent s'entraîner, jouer. Oui. Avant d'aller faire un petit tour du côté de Samuel Perrault, le président de la Ligue de la Martinique, Jean Dartron, je me tourne vers vous. C'est vrai que je sais qu'il y a eu un partenariat entre la Ligue et la région concernant les tests. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui ? Oui, je disais que même avant de répondre à cette question, je tiens à saluer l'ensemble du football guadeloupéen parce que, à l'image de ce que fait la SS, les clubs se donnent les moyens pour pouvoir vraiment mettre tout en œuvre pour que les jeunes restent sur le terrain, mais parallèlement que le cadre mis en place par les autorités soit respecté. Et bien entendu, il s'agit aussi de mettre tout ce qu'il faut comme moyen en place pour que la pandémie ne se multiplie pas, mais au contraire régresse. Maintenant, sur ça, du moment qu'il a été annoncé qu'à un moment les tests seront payants, donc on a travaillé avec la région pour mettre à disposition des tests, et puis nous savons que autant dans des espaces, je dirais, comme autour de Pointe-à-Pitre, Maogosi, on peut facilement trouver des lieux pour rapidement faire des tests. On sait qu'il y a des clubs qui sont là où ils sont, il y a peut-être une seule pharmacie, voire deux, et ça peut être compliqué pour pouvoir trouver quelqu'un pour faire les tests ou de trouver des infirmiers ou infirmières disponibles. Donc, nous avons contribué à discuter avec la région et la collectivité régionale a mis à notre solution un certain nombre de tests qui permet que les clubs s'organisent ayant les tests déjà sur place, faire venir simplement une personne au lieu d'aller déplacer, ça rencontrait des problèmes. En tout cas, avec la collectivité, nous sommes en train de discuter à nouveau. Du moment que les tests deviendront payants et que nous travaillons aussi avec les autorités pour que ce test-là reste gratuit, la collectivité régionale déjà travaille avec nous pour pouvoir, au cas où on n'arrive pas à obtenir la gratuité, de pouvoir mettre à disposition des clubs un certain nombre de tests pour les accompagner et que la compétition puisse se poursuivre. Et cette dotation, est-ce qu'elle est suffisante pour vous, émanant de la Non, région? mais vous savez le fait que ça soit gratuit, donc ce n'est pas tous les clubs qui en demandent. Et la première partie que nous avons reçue est terminée maintenant. Nous allons obtenir une deuxième phase et cette phase sera utilisée uniquement si la gratuité n'y est plus. Mais nous nous reposons à ce moment-là, depuis 2 semaines, 3 semaines, que sur les tests qui sont en formation ou ailleurs, mais qui sont pour le moment gratuits encore. Donc, nous nous battons pour que cette gratuité puisse durer, comme Samuel vient de le dire. Au niveau de la Martinique, c'est pareil. Et au cas où il y aurait un problème, nous nous préparons avec la collectivité pour avoir une possibilité de repli. Alors, Samuel Perrault, là, je m'adresse à vous. L'arrivée du nouveau vaccin, puisqu'il y a un nouveau vaccin qui va arriver là, qui s'appelle le Nouvovax, et qui n'est pas un ARN messager, c'est une molécule produite par les cellules. En clair, c'est un vaccin, je dirais, quasi classique. Est-ce que ça peut faire naître un espoir, j'ai envie de dire, un espoir pour le sport? Je vous pose la question parce que je sais que vous êtes médecin de profession. Oui, donc je salue également l'investissement des clubs. J'ai entendu le travail très pragmatique et très sérieux qui est fait par la solidarité, je crois. C'est très bien. Chez nous également, on peut dire que la grande majorité des clubs jouent le jeu. Et donc, il y a effectivement des organisations qui sont mises en place pour respecter les obligations. Alors, c'est un sujet, l'arrivée du nouveau vaccin Novavax, qui a été abordé avec l'autorité préfectorale qui compte beaucoup sur, j'allais dire, ce nouveau vaccin dont effectivement la technologie médicale est basée sur autre chose que sur le principe de l'ARN messager. Précisément, c'est ce qu'on appelle la technique de l'adjuvant protéique. C'est toujours sur la base de la fameuse protéine spike qui est sur l'enveloppe du virus. Et donc, c'est
un travail quand même artificiel qui est fait sur cette protéine pour déclencher la réaction immunitaire dans l'organisme. Donc, aussi bien pour le monde sportif que pour d'autres catégories, j'allais dire, d'acteurs de la société civile, y compris les soignants, les autorités pensent que ça peut déclencher, voilà, euh, une nouvelle vague, décider un certain nombre de personnes qui étaient très sceptiques par rapport au vaccin ARN de se faire vacciner. Bon, très honnêtement, sans vouloir décourager les uns et les autres, je ne suis pas sûr que, compte tenu effectivement de là où on part, ça a été dit tout à l'heure, la population sportive qui est très, très, très peu vaccinée, beaucoup moins même que la population générale, même s'il y avait une grosse, j'allais dire, cohorte de personnes qui se décidaient à se vacciner, je ne pense pas que ça règle le problème pour permettre aux compétitions de continuer. Donc, il faut en tout cas, moi, je suis convaincu de l'intérêt de la vaccination, notamment pour effectivement limiter les formes graves, réduire l'impact sur le système hospitalier. Mais il faut se dire qu'objectivement, on n'arrivera pas en si peu de temps à vacciner tout le monde. Donc, il faut que l'autorité comprennent qu'il y a un bénéfice risque à peser. Le bénéfice, on le connaît, mais le risque d'appliquer comme ça trop brutalement ce passe vaccinal est trop important au regard des enjeux, on l'a dit, sportifs, sociétaux, et y compris économiques également, hein, parce que vous avez des clubs qui vivent quelque part indirectement du football. Vous avez surtout les ligues et comités, notamment, je pense, les ligues de football d'outre-mer qui ont des recettes propres qui sont basées sur la pratique des compétitions. Président Perrault, selon vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ce cas? Non, il y a lieu de continuer entre guillemets, le corps à corps avec l'autorité préfectorale. C'est ce que nous faisons ici. J'ai perçu personnellement une forme d'embarras chez M. Cazel, le préfet de Martinique, parce que vous avez un message gouvernemental qui est brouillé, avec des annonces qui sont en ce moment faites notamment par M. Gabriel Attal, qui est le porte-parole du gouvernement, et qui, presque tous les mercredis, en sortant du Conseil des ministres, fait quelques annonces. On a l'impression qu'il prépare tout doucement la population à cette annulation du pass vaccinal en métropole. Et donc, ça serait totalement incohérent d'imaginer que le pass vaccinal soit, sinon, comment dire, allégé, au minimum allégé, ou peut-être même annulé en France hexagonale, et puis qu'il soit maintenu aux Antilles-Guyane. Donc, je suis assez confiant également sur le fait que l'autorité sera bien obligée de prendre des mesures pour reporter l'application de ce pass vaccinal aux Antilles. Alors, Jean Dartron, est-ce que c'est un avis que vous partagez? Jean Dartron? Je n'ai pas le président. Je partage totalement l'avis de mon collègue, de Samuel. On ne peut pas, vu la situation en Guadeloupe, les tensions en dehors même du sport, les tensions créées par l'application du pass vaccinal, l'application même du pass sanitaire déjà, et alors qu'il y a du relâchement sur l'Hexagone et que chez nous, on aille à contresens. Donc ça pose un problème, mais moi, je reste sur mon vecteur. Hein. Mon vecteur directeur, c'est que la société guadeloupéenne, la société martiniquaise, la société des DOM, nous sommes, à partir du sport, nous construisons le pays, nous accompagnons, et comme je l'ai dit lors de la dernière émission, pour moi, les trois piliers d'un jeune, c'est la famille, c'est le sport et c'est l'école. Et ce pilier-là, vous en enlevez un parmi eux et nous sommes tout de suite dans un déséquilibre total. Donc, le sport a retrouvé sa place après beaucoup d'efforts au niveau du football, au niveau des associations, au niveau des clubs, des familles qui ne ramenaient pas les enfants voient le résultat en ce moment. Et je reste persuadé que les autorités mettront tout en œuvre pour permettre que cette jeunesse ne soit pas à nouveau livrée et surtout accompagner les associations.
En tout cas, je peux vous dire que mon collègue Samuel est là. Nous sommes en train de relancer nos sélections pour mettre un plus à cette dynamique football. La section de la Guadeloupe a repris ce soir. Je les ai rendus visite. Je sais que chez Samuel, c'est autant. Je pense que la dynamique football est en train de reprendre et la vie, tout simplement, en profite, et notamment les familles. Moi, je vois les jeunes pétiller à nouveau depuis qu'ils sont sur les terrains. Et ça, nous devons le sauver, nous devons nous battre pour le sauver. Et puis, il y a quelque chose à noter. Jusqu'à maintenant, nous avons eu plusieurs visites des services de l'État, soit la police, soit la gendarmerie. Tout se passe bien, donc les clubs s'organisent pour respecter le cadre, comme vient de le dire le président de la SS et sa collaboratrice. Nous devons insister là-dessus et en 2 ans et demi, malgré les difficultés, aucun clubster pour le football n'a été annoncé. Vous parliez tout à l'heure de la sélection et je sais au mois de mars, je crois le 23 ou le 21 mars, vous devez disputer un match amical en métropole. L'idée c'est quoi? C'est de permettre à cette sélection d'affiner en quelque sorte sa préparation pour les prochaines échéances? Non, mais oui, alors nous avons des gestions qui s'annoncent pour nous et là, de toute façon, la CONCACAF ne fera pas de cadeau. Donc déjà avec la Martinique, nous avons un match prévu le 26 mars à Bandouf, la région parisienne. Donc c'est le président Perrault qui organise, qui nous reçoit. Et en amont de cela, comme c'est une période FIFA qui dure plus de 10 jours, nous allons pouvoir disputer un match le 23 mars à Orléans contre le Cap-Vert. Donc, tout ça dans la phase de préparation. Samuel va l'annoncer. Je sais qu'ils ont un match contre la Barbade dans les jours à venir là et que nos sélections se préparent parce que, bon, nous appartenons à la CONCACAF. Donc, en dehors de la dynamique préparée pour la jeunesse, il faut donner aussi à ces jeunes, comme tous les jeunes d'avant et ceux qui viennent d'après, la possibilité d'illustrer, de montrer le talent qu'ils ont et vraiment que cette jeunesse depuis 2020, mars 2020, ne soit pas une jeunesse sacrifiée, mais une jeunesse qui doit avoir tous les atouts comme ses prédécesseurs, comme ceux qui viennent après. Et je crois que nous devons tous, nous les adultes, nous les encadrants, nous les bénévoles, nous les parents, se battre pour que ces jeunes-là, en 20 ans, en 10 ans, on ne regrette pas qu'on ne les a pas accompagnés, qu'on ne s'est pas battu avec eux contre ce virus, tout en respectant le cadre positionné par, comme le dit le docteur Perrault, qui est en face de moi, le collègue de Martinique. Nous devons combattre le virus, mais en même temps, nous devons protéger notre jeunesse et l'avenir de nos pays. La sélection de la Guadeloupe qui se prépare, celle aussi de la Martinique qui se prépare également, président Perrault, puisque vous avez pas mal de matchs amicaux que vous devez disputer aussi. Oui, alors on a joué contre la Barbade hier soir. C'est hier soir. Ouais. Voilà, ça s'est très bien passé pour nous en tout cas, puisqu'on a gagné 3-1. On a été très content d'accueillir nos frères caribéens de la Barbade, en sachant que la Fédération barbadienne de football est présidée par M. Randy Harris, qui est par ailleurs président de l'Union caribéenne de football. Donc, ce sont des amis que nous rencontrons, Jean et moi, régulièrement dans les réunions CONCACAF. Et puis, on compte beaucoup sur effectivement ce match Guadaboy-Matinino à Bondouf, sur le stade de Robert Bobin de Bondouf, pas très loin de Corbeil-Essonnes. Il se jouera le samedi 26 mars, 26 mars à 15h, heure de Paris, avec 2 sélections qui, j'espère, seront toutes les 2 en format international, avec à la fois des joueurs locaux, enfin, je parle pour nous, je pense que ça sera peut-être un peu le même schéma pour la Guadeloupe, à la fois des joueurs locaux et des joueurs professionnels, puisque ce match se joue dans un créneau FIFA qui devrait permettre pour nous d'avoir plus facilement les joueurs pro, et avec en plus une certaine proximité, puisque se jouant en région parisienne, les joueurs pro nationaux, voire internationaux, pourront certainement plus facilement venir. Oui. Donc voilà, trois enjeux. Un enjeu sportif, nos 2 sélections préparent les échéances qui arrivent en juin de la CONCACAF Nation League. Donc ça sera certainement un très bon galop d'entraînement pour nous deux, nos 2 sélections. Ensuite, des enjeux de représentation et de popularité. Ça sera l'occasion
peut-être pour la première fois, d'avoir ce derby en grandeur nature avec de très fortes valeurs footballistiques sur le terrain. Et on sait comment, j'allais dire, la communauté antillo-guyanaise, mais plus largement, les communautés afro-antillaises, caribéennes sont friands de ce type de rencontre. Et puis, troisièmement, un enjeu économique aussi. On espère que ça pourra faire entrer un peu d'argent dans les deux bourses. On l'espère aussi. Alors, Président Perrault, c'est très sympathique ce que vous venez de dire, mais restons dans le sujet, puisque nous parlons de passe vaccinal. Je crois que c'est la thématique essentielle. Et là, je m'adresse à vous, Président Philippe Copette. Est-ce que ça vous arrive de discuter avec les parents, justement? Parce que je sais que vous recevez souvent les parents. Est-ce que vous parlez d'ailleurs de ce phénomène, en tout cas de ce problème ô combien important? Oui, et je dois dire en plus que les parents se montrent très intéressés par le sujet. Et je trouve que, bon, en fait, c'est important d'en discuter, mais en restant à notre place. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'arbitrage à faire sur l'aspect vaccin par vaccin. Ce qu'on veut dire simplement, c'est qu'on veut être véritablement des prescripteurs d'attitude. Ça veut dire qu'on veut, avec les parents, trouver la bonne fréquence pour que l'impact soit porté sur ces plus jeunes et qu'on leur explique qu'on n'a pas choisi d'avoir une pandémie, mais que la réaction doit être adaptée de telle manière. Et on a bien sûr parfois des parents qui disent « Ah non, je n'emmène plus mon enfant parce que je ne veux pas qu'il soit testé et compagnie ». Bon, mais comme l'a dit le président Dartron, il s'expose à une autre forme de risque, une autre forme de dilettante, on va dire. Et bon, pour nous, oui, on a un rôle, et bon, de toute façon, c'est encore mieux fait par ces gens du staff médical, qu'il faut qu'on ait une fréquence commune qui nous amène vers une attitude généralisée, portant véritablement les stigmates de la protection sanitaire et sociale de ces gens-là. Parce que c'est vrai, le président Perrault le disait à l'instant, il y a aussi des enjeux économiques et c'est sûr que la circulaire ou le circuit du foot en a besoin et du sport plus généralement. Mais si on va plus loin, c'est le circuit économique et social de nos pays qui en ont besoin. Donc, si nous, on a pris le rôle d'éduquer, eh bien, on prend aussi à charge d'éduquer sur cet aspect-là, en mettant en avant véritablement des attitudes positives, des attitudes constructives, et certainement pas de réticence ou de stigmatisation de l'un ou de l'autre. Chacun est libre de choisir l'attitude pour son enfant, mais globalement, enfin, on peut penser local, mais il faut agir général, quoi. Donc, voilà, généralement, il faut que dans le club s'enrichisse d'attitudes qui n'est pas restrictive, parce qu'en fait, si on en est là sur l'aspect du pass et de l'aspect sociétal, on va dire, du pass, c'est parce que la communication a été bafouée. Les gens en Guadeloupe, particulièrement, on n'aime pas les choses qui sont imposées, mais avec un peu de réflexion, avec un peu de pédagogie, un peu d'attitude, mais on peut y arriver. Et bon, en réalité, nous, même si, comme le président Perrault, on ne pense pas qu'en peu de temps, de coup de baguette magique, tout va changer. Mais bon, chaque grain de riz constitue le sac, quoi. Alors, Barbara Logis, là, je me tourne vers vous, puisque vous avez entendu tous les acteurs, vous avez entendu les différents présidents, tous les intervenants. Vous, en tant que psychologue, qu'est-ce que vous avez envie de dire au monde footballistique? J'ai envie de dire déjà que c'est vrai que je vais garder une lueur d'espoir, parce qu'avec tout ce que j'ai entendu là sur le plateau, je me rends compte effectivement que les clubs, ils ont réussi à relever le défi et à faire en sorte que l'activité sportive redémarre, que ça puisse se faire dans un cadre protocolaire suffisamment sécuritaire. Donc oui. L'application du pass sanitaire a soulevé beaucoup de problématiques, d'interrogations. Ça a entraîné beaucoup de dialogue, de négociations, et ça a apporté ses fruits. Et c'est plus ou moins fonctionnel avec ceux qui veulent bien effectivement jouer le jeu, soit de la passation du test ou alors de la vaccination.
Alors, dans le cadre de votre activité, j'imagine que vous recevez pas mal de footballeurs. Quelles sont leurs préoccupations au quotidien? J'ai envie de dire quand même, là aussi, il faut rester optimiste. À partir du moment où le pass sanitaire a offert quand même plusieurs alternatives, ils sont suffisamment, pour le moment, en confiance par rapport à ce qui a été mis en place avec les clubs. Mais maintenant, la venue du pass vaccinal peut provoquer peut provoquer un séisme. Ça, il faut pas. Pour ceux qui sont vraiment réfractaires à la vaccination, ça peut entraîner de lourdes conséquences sur des décisions par rapport à leur activité. Oui, Donc, il y a encore un sentiment, j'ai envie de dire, d'inquiétude, d'incertitude par rapport à l'avenir. Donc, si effectivement l'annonciation qui est faite dernièrement par le ministre de la Santé, comme quoi il peut y avoir une suppression du pass vaccinal, c'est une lueur d'espoir. Ça peut nourrir un peu d'espoir pour les départements d'outre-mer. Tout à fait. Oui, je pense. Parce qu'en même temps, du côté des territoires d'outre-mer, on a quand même observé une baisse des contaminations. Il y a un allègement des restrictions. Donc, j'ai envie de dire, c'est plutôt optimiste et positif. Il faut maintenir le cap. Voilà. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Alors, on va peut-être parler, pourquoi pas, puisque nous sommes dans une émission sportive, une émission où on parle d'ailleurs de football, puisque c'est vrai, il y a eu la 7e journée en ce qui concerne le championnat régional 1 Vito. Et je vous assure, il y a un match qu'il fallait voir, qu'il fallait donc voir en quelque sorte la prestation de ces deux formations. C'est justement le CERFA qui était opposé au CA Marquisa. Le score au terme de cette rencontre 4-4, mais je vous assure qu'il y a eu du jeu. Je vous propose de regarder juste un extrait de cette rencontre. Les images sont signées Olivier Moradel. Je pense que les gens qui étaient au match ont assisté à une belle rencontre ce soir. Il y a eu du suspense, on a été mené avec 3 buts d'écart. On est revenu, c'est vrai que les jeunes en face, ils jouaient, c'est vrai, mais nous on avait de l'envie. Et on voulait absolument remporter une victoire. Mais bon, après, c'est le partage de points, je pense qu'il est équitable. Oui, les garçons sont accablés là, parce qu'effectivement, on a laissé l'adversaire revenir dans le match. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que ces garçons qui ont 16 et 17 ans, donc c'est de l'apprentissage. Le principal défaut, c'est qu'on a du mal à jouer sur des temps forts et des temps faibles. On fait tout sur des temps forts, sur des rythmes élevés, soutenus. Et parfois, on joue un peu à l'envers, parce que finalement, en voulant jouer vite dans des moments qui mériteraient d'être un peu plus posés dans le jeu, ça, on ne sait pas le faire. Voilà. Donc ça fait partie des choses à apprendre. Il n'y a vraiment rien chez moi qui me gêne ce soir d'avoir fait ce 4-4. Je retiens les très bonnes séquences offensives que les garçons ont fait. Il y a eu des enchaînements de belle qualité, des enchaînements qui sont allés au but et qui ont marqué. Et défensivement, dans les duels aériens, depuis le début, on est en difficulté parce que pas le gabarit, parce que pas le bon timing et parce que dans les duels athlétiques, aujourd'hui, on ne rivalise pas. Il faut rendre hommage quand même à l'adversaire qui a su rester dans le match tout le temps parce que lorsqu'on score à 4-1, ils ont eu le courage de revenir assez vite à 4-2. On n'a pas su tenir ce double break pour nous. Voilà. Donc mais c'est une question de mental. Voilà, les garçons ce soir avaient du ballon plein les pieds. Physiquement, ils sont prêts. C'est une question de mental. Donc tout se travaille. On travaille les registres athlétiques, mental, technique. Donc sur le plan mental, ils vont apprendre. L'équipe, elle est très jeune. À part notre gardien qui est un ancien. J'ai une moyenne d'âge au-delà de ça de 22-23 ans. Donc ça veut dire que c'est des jeunes joueurs. Donc là, on est en formation, on est en apprentissage. Ce n'est pas forcément facile, mais on s'accroche et je pense qu'on arrivera à de bons résultats d'ici la fin de la saison. C'est une leçon ce soir, voilà, ils apprennent tranquillement. Et c'est un match nul à la clé, un beau match nul que les garçons ont fait une belle partie. Je verrai les analyses vidéo, mais je pense qu'ils ont fait une belle partie. C'est possible, la balle qui est bien soulevée et qui arrive directement sous la tête de défenseur. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. 4 buts partout. Ah oui, un match que vous pourrez voir l'intégralité au terme de cette émission, à savoir c'est le foot. Tout de suite après, vous verrez l'intégralité de cette rencontre. Le nombre de buts de marqués, 28. Je vous propose l'ensemble des résultats. Tout de suite, en ce qui concerne la poule A d'abord.
La poule A, donc l'Arsenal qui était opposé à la Gauloise, victoire de la Gauloise 2-0, score de parité entre l'Amicale et la Juventus 0-0. L'Étoile et la Restart n'ont pu se départager, score de parité 2 buts partout. Un but partout entre le Sporting de Bémaro et la Jeunesse Évolution, et puis la victoire, et oui, importante pour le Stade Lamantinois face au Phare de Petit Canal, 2-1. En ce qui concerne la poule B, on va voir évidemment les résultats, 4 partout, je vous le disais, entre le CERFA et le CIA Marquisa. Le Sirocco et l'USBM n'ont pu se départager, score de parité 0-0. 0-0 entre le CSM et la Solidarité Scolaire. Écrasante victoire de l'AS Gauzy face au Racing Club de Bastia 4-0. 5-0 en déplacement de la JSVH face à l'USCR, où rien ne va avec cette formation de l'USCR. En ce qui concerne le classement, la poule A d'abord, le Phare en tête avec 17 points, égalité de points avec la Gauloise. Mais vous savez, il y a cette affaire de différence de but, puisque les Canadiens sont donc leaders devant la Gauloise. Troisième, l'Étoile de Monado, 16 points. À la quatrième place, la Jeunesse Évolution 15. La Restart, 14 points, occupe la 5e place. Et puis ferme la marche, l'Arsenal de Petit-Bourg avec 6 points. Dans la poule B, on va voir tout de suite le classement. La Gauzy 22 points, leader devant le CSM, 22 également. La Solidarité Scolaire, et oui, ça fait plaisir tout de même au président Copette, 3e avec 16 points, et puis ferme la marche, l'USR, bon dernier avec 6 points. Les matchs à venir concernant la 8e journée, puisqu'il va falloir quand même jouer au foot. Alors déjà ce soir, le Sporting qui est opposé à l'Arsenal, on aura les résultats certainement demain. Donc c'est ce soir. Samedi après-midi, le Stade Lamantinois sera opposé au Sporting. La Restart qui reçoit l'Amicale. La Juventus qui, sur son stade, sera opposé à l'Arsenal de Petit-Bourg. La Jeunesse Évolution face à l'Étoile. Et le Phare face à la Gauloise. Un match qui vaudra sûrement le déplacement, en tout cas en ce qui concerne le Phare et la Gauloise. Dans la poule B, les différentes rencontres, eh bien, le Sirocco et le Sirocco face à l'USR. Ensuite, on aura droit à un certain CIA Marquisa face à l'AS Gauzy, le Racing face au CSM, la Solidarité Scolaire contre le Sirocco et la Jeunesse Évolution. Évidemment, pas la Jeunesse Évolution, la JSVH, précisément, sera opposée à l'USBM. Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre, justement, Président Copette, la Solidarité Scolaire qui sera opposée au Sirocco? Disons que le Sirocco est... Vous allez chercher les 4 points, quoi, c'est ça? Oui, bon, en fait, il faut rappeler simplement pour l'équité de la réflexion que la Solidarité Scolaire a 2 matchs en retard. Sa position de 3e est sanctionnée par 2 matchs de retard. Bon, en réalité, le match du Sirocco c'est une belle équipe de jeunes. On essaiera de faire, parce que en fait, l'une des tendances aussi du foot, de manière directe, c'est que le foot est un spectacle vivant. Donc en fait, aujourd'hui, si on veut accompagner les efforts faits par nos présidents de ligue, etc., il faut aussi qu'on puisse créer de l'attractivité pour les spectateurs. Il faut qu'on hésite entre regarder un match à la télé, Metz-Lens, et aller au match voir Sirocco, Solidarité Scolaire. Donc en réalité, nous, on fait aussi une application stricte de la recherche du beau jeu, du bon comportement, de la bonne attitude, de telle manière à ce que globalement, notre spectacle soit valorisé, et soit valorisant aussi pour faire des gens venir au match. Parce que pour remplir aussi les bourses, pour prendre l'expression du président de la Martinique, il faut que les gens aient du plaisir à venir au match. Il ne faut pas avoir des ballons toujours, des mauvais gestes, etc. Donc et c'est ce que la Solidarité Scolaire travaille par ailleurs. Parfait. Alors, messieurs, d'abord président Jean Dartron, nous sommes quasiment au terme de cette émission. Le mot de la fin, ce serait quoi pour vous? Le mot, c'est gardons espoir, gardons vraiment une forte espérance que nos jeunes vont poursuivre leur expression sur les terrains, que la société guadeloupéenne va profiter de cette dynamique de football et que cette jeunesse, cette génération ne soit pas sacrifiée, mais au contraire, qu'on nous accompagnons comme on a accompagné tous les autres. Mais c'est vrai que ça demande un autre cadre, ça demande d'autres réflexions, d'autres perspectives. Et comme je le dis souvent à mon conseil de ligue, n'attendons pas que ça arrive d'ailleurs. Soyons dans l'initiative, soyons dans l'action pour que la Guadeloupe, le football guadeloupéen puisse vivre comme ça l'a toujours été. Quelle que soit la situation, nous devons faire face
mais seulement prenons nos précautions, respectant le cadre sanitaire. Merci, Président Dartron. Samuel Perrault, de la Martinique. Non, merci. Rien à ajouter. Jean a bien résumé la nécessité d'une certaine résilience. Hein. Ce sont des termes à la mode. Oui. Mais le football et plus largement le sport a toujours prouvé qu'il pouvait s'adapter. C'est quelque chose de puissant. Donc, à la limite, c'est à nous de montrer le chemin, de montrer la voie au reste de la société comme d'habitude. Et de trouver un moyen pour que les gens puissent venir quotidiennement au stade, n'est-ce pas? Parfait. Président Copette. Alors, j'ai envie de dire, on a déjà du mal à garder un cadre scolaire valorisant pour les jeunes par rapport toujours à cette pandémie. Le sport est une alternative complémentaire qui doit encore grandir en fait dans son rôle de prescripteur de bonne vie. Et j'ai envie de dire de manière très claire, pas gardons l'espoir, faisons tout ce qu'on peut pour que l'espoir vive. Oui. Barbara Logis, je m'adresse à vous en guise de conclusion. Oui, bon, le mot de la fin, ce serait toujours qu'on puisse vraiment voir la sortie du tunnel par rapport à cette pandémie et que sincèrement que le travail continue de se faire au niveau des autorités et que la Fédé continue de faire remonter toutes les informations liées au terrain pour toujours défendre et représenter tous ceux qui sont dans des situations particulières, de manière à ce qu'ils puissent continuer à exercer leur activité sportive. Voilà, donc maintenir les gestes barrières, respecter les protocoles en vigueur, tant que faire se peut, et rester patient, supporter, voilà. Voilà. Merci infiniment, Barbara Logis. Lindel Lerture, le mot de la fin. Tout a été dit, mais c'est vrai que moi, je félicite quand même les jeunes qui, même si c'est très contraignant, respectent au maximum les restrictions, enfin les mesures sanitaires appliquées. Donc, à nous de ne pas les abandonner et que tous ces efforts qu'ils ont déjà fournis payent pour que la saison se termine dans de bonnes conditions. Et que ça se passe dans un bon état d'esprit également. Voilà. Merci à vous tous d'avoir participé dans cette émission. Merci aussi, chers amis téléspectateurs. Alors, sachez que tout de suite après c'est le foot, vous aurez droit à ce match que je vous ai laissé entrevoir tout à l'heure, à savoir le CERFA opposé au CA Marquisa en intégralité. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télévision Canadis. Au revoir. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Allez, merci. Au revoir. Et au revoir. Au revoir.